Bonjour, nous allons aborder ensemble le TD sur le résumé standard de sortie et la classification internationale des maladies. Donc, ce TD fait suite au cours sur le système d'information médicalisé. Il a pour objectif d'initier et de sensibiliser les étudiants aux différentes classifications de diagnostic et des actes, notamment celles qui sont utilisées dans notre pays. Alors, le déroulement du TD, d'abord je vais vous demander de télécharger sur vos téléphones, vos tablettes et PC la CIM10. Vous devez l'avoir, donc le volume 1 et le volume analytique et le volume alphabétique. D'habitude, c'est un travail qui se fait, c'est un travail de groupe. Et le TD se déroule, il comprend 3 volets. Donc d'abord, le premier exercice, son objectif, c'est uniquement la codification, dans le sens où vous serez capable de savoir comment utiliser la CIM10. Le deuxième volet, ça va être le choix du DP, du diagnostic associé significatif. Et le dernier volet, c'est comment remplir le résumé standard de sortie à partir du dossier médical. Mais dans notre exemple, nous verrons juste un rapport médical. Alors, avant de commencer, un petit rappel sur la classification internationale des maladies. Donc, la CIM10, ça veut dire qu'elle est à sa 10e révision. Je vous ai dit qu'il est impératif de commencer toujours par le volume alphabétique. On verra que c'est parce que tout simplement, tout est classé par ordre alphabétique. Et de confirmer, de vérifier le codage qui a été donné dans le volume analytique. Donc, avant d'utiliser la CIM, il faut localiser le terme principal. Qu'est-ce que je veux coder? Je n'ai pas le droit, je ne suis pas en mesure d'interpréter. Et dans le volume analytique, il faut toujours lire les inclusions et les exclusions. Alors, voilà. Ça, c'est le volume c'est le volume analytique. Regardez, tout est classé par ordre alphabétique. Donc, supposons que je veux coder un abcès abdominopelvien. Donc, je commencerai par le A, la lettre A. Donc, c'est un abcès, donc AB. Et là, on a l'abcès. Et nous avons abcès avec donc les indentations amibiases, 2 indentations tuberculose, 3 indentations de grêle. Alors, pour rappel, quand j'ai 3 petits tirets ou indentations, ça sous-entend qu'il y a 3 mots avant le mot grêle. Donc, le premier correspond à diverticulose, le deuxième correspond avec, et le premier, bien sûr, c'est l'abcès. Donc, quand je veux lire, c'est un abcès avec diverticulose du grêle. Maintenant, je veux coder un abcès abdominopelvien. Donc, il y a 2 termes, il y a 2 mots. Il y a abcès et abdominopelvien. Donc, je ne peux avoir qu'une seule indentation. Donc, j'ai abcès. Et le deuxième mot, puisque c'est la lettre A, donc abdominopelvien, tout de suite, je vais repérer mon code. Une fois le codage donné, donc je suis dans la lettre, il me donne la lettre K, K83, et dans la lettre K, donc c'est les maladies de l'appareil digestif. Et regardez, pourquoi je vous dis dans le volume analytique, il nous donne toujours les exclusions, il nous donne les inclusions. Donc pour ce chapitre, il vous dit tout ce qui est affection de la période périnatale, c'est exclu. Tout ce qui est en rapport avec les maladies infectieuses et parasitaires, c'est exclu. Tout ce qui est en rapport avec les signes et symptômes ou les tumeurs, c'est exclu. Voilà. Ce chapitre comprend cependant ces groupes-là. Et nous avons un K83. Donc, nous sommes entre K80 et K83. C'est les maladies de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du pancréas. Donc, pour nous, excusez-moi, nous, on était à donc, les maladies du péritoine. K65 et K67, c'est les maladies du péritoine. Alors, si je vais directement vers le K65, il me donne donc péritonite à l'exclusion de péritonite aseptique avec ou consécutive à une appendicite, etc. Et à chaque fois qu'il y a une exclusion, il y a aussi un code qui est donné. Voilà. Alors, nous, c'était abcès abdominopelvien, donc K65.0. Donc, voilà comment je procède dans l'utilisation de la CIM10. Je commence toujours par le volume alphabétique, qui est classé par ordre alphabétique. Je repère le mot, je dois faire très très attention aux indentations. Donc, tant qu'il y a des petits tirets, ça sous-entend qu'il y a des mots qui précèdent le mot qui est écrit. Donc, je dois rechercher. Je choisis mon code, je repère le code, je le confirme dans le volume analytique. Dans le volume analytique, donc toujours, il faut lire les inclusions et les exclusions avant de choisir le code. Alors, si c'est clair, je vous demande maintenant de procéder à l'exercice, le premier exercice sur la codification. Donc voilà, il y a 2 cas de figure. Le premier exemple, c'est une femme âgée de 35 ans qui a été hospitalisée
hospitalisée en service de chirurgie, donc pour un séjour de 3 jours. Elle a été admise le 20, qu'elle a quitté le 24. Elle présentait un kyste ovarien avec une appendicite aiguë à qui on a fait une appendicectomie. Le deuxième cas de figure, c'est un garçon de 19 mois, donc admis en service d'urologie pédiatrique. La durée de séjour, donc pour 2 jours d'admission, qui présente une hernie inguinale gauche, varicocèle et une infection urinaire. Donc, essayez de coder tout en suivant la procédure chaque nosologie qui est décrite. On va faire ensemble le premier mot, kyste ovarien. Donc, regardez, donc tout ça, je suis dans la partie, je suis dans les cas. Donc, tout ça, ça correspond à le premier mot. Donc, il y avait où le kyste apparaît. Donc, il faut faire très attention. Il ne doit pas y avoir une indentation en rapport avec le kyste, mais beaucoup plus. Voilà, je fais une recherche avec kyste ovarien et il me donne tout ça. Là où le terme kyste et ovaire apparaît, donc directement ma recherche me donne cette fenêtre-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que le premier mot, c'est kyste. Donc voilà, c'est kyste. Et puis, cette première indentation, c'est elle qui correspond au terme kyste. Donc moi, ce que j'ai, c'est kyste ovarien. Donc c'est toujours classé par ordre alphabétique. Regardez, vous avez des A, des B, des C, d'accord, des D, etc. Moi, je cherche le terme ovaire. Donc, le deuxième mot, c'est ovaire. Et voilà ce qu'il me donne. Kyste de l'ovaire, ovarien, qui soit adhérent, involution, hémorragique, rétentionnel, séreux ou tordu, ou non classé ailleurs, c'est le N83.2. Donc, une fois que le codage a été fait, donc c'est N83.2, je vais aller vers le volume analytique. Donc le N, c'est les maladies de l'appareil génito-urinaire. Je lis toujours les exclusions, d'accord, et je regarde les inclusions. Voilà ce qui comprend ce chapitre, voilà ce qui ne comprend pas. Donc pour nous, pour notre exemple, c'était le N83.2. Donc qu'est-ce qu'on avait? Ce sont les N83, c'est les affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trempe de Fallope et du ligament large, à l'exclusion de l'hydrosalpinx parce que c'est un N70.1. Est-ce que nous avions une précision que c'était un kyste folliculaire? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est un kyste du corps jaune? Non. C'était juste un kyste de l'ovaire, autre et sans précision. Donc c'est un N83.2. Bien sûr, à la suite, donc regardez toujours le point 3, c'est une atrophie acquise de l'ovaire, etc. Et tout à l'heure, je vous avais dit le N83.9, ce sont les affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trempe de Fallope et du ligament large, sans précision. Et quand je vous ai dit, quand on n'a pas de précision, si je mets le point 9 ou carrément le N83, regardez, c'est toujours la même description. Donc, c'est une perte d'information, généralement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà comment on procède dans l'utilisation de la CIM10 pour coder les nosologies. Alors, je vous demanderai de procéder, donc de faire la même chose pour les autres exemples. Alors, une autre question, est-ce que je suis... Donc, dans l'exemple, il y avait aussi appendicite aiguë et appendicectomie. Est-ce que je pourrais coder appendicectomie avec la CIM10? Ma réponse est non, parce que c'est un acte carrément. Donc, je ne pourrais pas coder appendicectomie avec la CIM10. Mais pour ce faire, j'utiliserai une autre référentielle qui est la nomenclature générale des actes professionnels. Voilà. Ceci dit, donc, si c'est clair, nous allons passer au deuxième exercice, c'est l'extraction, la sélection et l'hiérarchisation des diagnostics. Alors, avant d'aborder cet exercice, il est important de rappeler quelques définitions. Nous avons parlé dans le système d'information médicalisé que les ressources ou les définitions élémentaires ou fondamentales, c'est que nous parlons beaucoup plus du diagnostic principal du DP, nous parlons de diagnostic associé significatif, et puis les supports qui sont utilisés, c'est le résumé standard de sortie et le résumé standard de sortie. Mais que le choix de ces définitions donc reposer sur la connaissance précise, qu'est-ce que ça veut dire un DP, qu'est-ce que ça veut dire un diagnostic associé significatif. Tout simplement, on avait dit que ces définitions-là c'est quoi? C'est que quand je parle de DP, ce n'est pas le motif d'hospitalisation, ce n'est pas le diagnostic étiologique, mais c'est plutôt le diagnostic ayant mobilisé l'essentiel de l'effort de l'équipe soignante. Donc on parle de l'équipe soignante, aussi bien médicale et paramédicale.
Donc le RSS est toujours rempli à la sortie du malade par le médecin traitant. C'est pour ça qu'il est important que il soit rempli par le médecin traitant, dans le sens où il a une connaissance de toute la prise en charge, tout ce qui a été fait pour le malade. Bien sûr, le RSS, il est toujours validé par le chef de service. Alors, le DP, c'est ce qu'on a dit, donc c'est l'essentiel, le diagnostic qui a mobilisé l'essentiel de l'effort de l'équipe soignante. Parfois, le DP n'est pas une pathologie et nous avons vu les cas de figure. Imaginons un malade qui est hospitalisé en oncologie pour recevoir sa cure de chimiothérapie ou en radiothérapie pour une cure de radiothérapie ou carrément en hémato pour une transfusion sanguine à répétition ou autre. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est un diagnostic relié? C'est tout simplement un diagnostic qui éclaire le contexte de prise en charge. C'est vrai que dans notre contexte, le diagnostic relié n'existe pas, mais il est important de l'aborder pour comprendre son intérêt. C'est tout simplement, lorsque le DP n'est pas une pathologie, ça sous-entend qu'il est codé en Z, ils ont ajouté le diagnostic relié pour éclairer le contexte de prise en charge. Alors, pour les diagnostics associés significatifs, c'est tout simplement les diagnostics, soit c'est une complication du DP, soit c'est une complication du traitement ou toute autre pathologie qui nécessite une prise en charge. Voilà. Donc voilà, après avoir revu les définitions, je crois que maintenant c'est clair. À partir donc d'un descriptif d'un séjour hospitalier, nous allons essayer ensemble de choisir le DP, le DR et les DAS. Alors, prise en charge pour une pancréatite aiguë chez une patiente avec HTA-manine. Là, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour cette malade? On a pris en charge sa pancréatite aiguë. Donc, je crois bien que la pancréatite aiguë, c'est une pathologie qui est assez lourde. Donc, c'est elle qui va mobiliser l'essentiel de l'effort de l'équipe soignante. Ça va être mon DP. Cependant, cette patiente présente aussi une HTA-manine qui nécessite, elle aussi, une surveillance et une prise en charge. Donc, je suis obligée de la mettre. C'est une pathologie associée, de la mettre en DAS. Est-ce que j'ai un diagnostic relié? Non, je ne peux pas en avoir un diagnostic relié parce que tout simplement, la pancréatite aiguë, regardez après avoir fait le codage, c'est un CAC 85, je suis dans les groupes des maladies de l'appareil digestif, donc c'est une pathologie. Je ne peux pas avoir de diagnostic relié lorsque le DP est une pathologie. Voilà. Abordons un deuxième exemple, deuxième cure de glucantine chez un enfant suivi pour une leishmaniose viscérale. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui a mobilisé l'essentiel de l'équipe soignante? Tout simplement, ce patient, il est admis, c'est une nouvelle admission pour qu'il reçoive sa deuxième cure de traitement. Ça sous-entend qu'il y a eu un premier séjour hospitalier, ça c'est un deuxième séjour. Donc le patient, pourquoi il vient? Est-ce pour poser un diagnostic? Non. Est-ce pour prendre en charge une complication? Non. Donc pourquoi il est là? C'est uniquement pour recevoir un traitement qui est relié à quoi? Donc à sa leishmaniose viscérale. Est-ce que nous avons un diagnostic associé significatif? Non. Donc il n'y a pas autre chose qui a été pris en charge. Il a reçu son traitement et il est sorti. Voilà. Troisième cas de figure, un sujet ayant subi 6 mois plus tôt une résection sigmoïdienne pour perforation diverticulaire réhospitalisé pour fermeture de la colostomie. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour ce patient? Tout simplement, il a été admis pour une continuité des soins. C'est la fermeture de la colostomie. Donc là, il manque le mot fermeture de la colostomie. Pourquoi elle a été faite? Pour une perforation diverticulaire. Et a-t-il un diagnostic associé significatif? Non. Voilà. Je vous laisserai faire cet exemple. Donc, hospitalisation pour transfusion sanguine d'un malade atteint d'une anémie réfractaire. De même que le dernier, donc c'est une hospitalisation hospitalisée, une femme hospitalisée pour une surveillance d'un cancer du sein, pas d'infection nouvelle découverte. Donc là, mon DP, regardez, est-ce pour traiter? Non. Est-ce pour poser un diagnostic? Non. C'était quoi? C'était une surveillance. Y a-t-il un élément nouveau découvert? Aucun élément n'a été découvert. Donc, on a un DP, c'est une surveillance d'un cancer du sein. Voilà. Donc voilà, après avoir vu les différents types de situations pour l'extraction de la sélection des hiérarchisation des diagnostics, je vais vous demander, à partir d'un compte rendu d'hospitalisation, de remplir le résumé standard de sortie. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un homme âgé de 42 ans qui a été hospitalisé pour douleur épigastrique, plus une altération de l'état général de type asthénie, anorexie et d'amaigrissement non chiffré. Dans les antécédents personnels du malade, on retrouve la notion de douleur épigastrique qui sont traitées en ambulatoire mais sans résultat. Aucune autre particularité sur le plan donc, chirurgical ou familial. L'examen clinique retrouve une sensibilisation à une distension abdominale,
On lui fait une fibroscopie digestive haute qui met en évidence une formation ulcéro-bourgeonnante étendue siégeant au niveau de la petite courbure. On décide de faire une biopsie. L'examen anatomopathologique montre un aspect d'un carcinome à cellules indépendantes. On lui fait un scanner qui part d'un processus tumoral avec des adénopathies locorégionales. Et bien sûr, un téléthorax et un examen biologique et une sérologie qui reviennent sans particularité. On décide de pratiquer une laparotomie médiane exploratrice qui découvre une carcinose péritonéale du liquide d'acide. Du liquide d'acide pour cytologie a été prélevé ainsi qu'un nodule du carcinome pour examen anatomopathologique. Donc les suites post-opératoires ont été bonnes. Le malade fut sortant à J4 vers le service d'oncologie médicale pour sa prise en charge. Alors à partir de là, on va sélectionner les diagnostics, on va aussi essayer de les coder, on va sélectionner les actes et quelle est la situation de prise en charge. D'abord, on a vu que réellement, alors le DP, est-ce que je dois mettre tumeur gastrique ou carcinose péritonéale? Rappelez-vous que devant le RSS, je ne peux avoir qu'un seul DP. Donc je n'ai pas le droit de mettre deux diagnostics, deux DP. Un seul DP doit être choisi dans ce cas-là. Donc c'est une carcinose péritonéale. Est-ce que j'ai un diagnostic relié? Non. Est-ce que j'ai des diagnostics associés significatifs? Donc non. Parce que tout simplement, si je vais dire, bon, il fait une asthénie, il fait un amaigrissement, il fait des douleurs épigastriques, je crois bien que ces signes-là font partie du tableau clinique de la carcinose péritonéale. Donc c'est pour cette raison que je n'ai pas le droit de les mettre en DAS. La sélection des actes, là, je vais identifier tous les actes qui ont été pratiqués dans le cadre d'investigation, à savoir la fibroscopie digestive haute, le scanner, le téléthorax, l'examen biologique, la sérologie, sans oublier bien sûr, le point important, c'est qu'il y a eu une laparotomie médiane exploratrice. Alors, situation de prise en charge, on est dans une situation de diagnostic positif. Comment on a choisi ces situations de prise en charge? Alors, pour ce faire, voilà. Il faut se poser deux questions. Est-ce que le diagnostic est connu à l'admission du malade? J'ai deux cas de figure, soit oui, soit non. Supposons que le diagnostic est connu à l'admission. Donc, pourquoi le malade a été hospitalisé? Soit pour un traitement, rappelez-vous la deuxième cure de glucantime, donc le malade il vient uniquement pour recevoir son traitement. Soit pour une surveillance d'un cancer du sein, on n'a rien trouvé. Cette surveillance, bien sûr, peut être négative, on ne trouve rien, comme elle peut être positive. Et là, bien sûr, imaginons que je tombe sur une métastase, et bien, la méta, je suis obligée de prendre en charge tout ça, et elle devient mon diagnostic principal. Donc voilà le premier cas de figure. Maintenant, le diagnostic n'est pas connu à l'admission. Donc, malade admis pour une fièvre, d'accord, mais à la sortie, il a été pris en charge pour une méningite. Donc là, quand ce n'est pas connu à l'admission, je me pose une deuxième question. Est-ce que le diagnostic est connu à la sortie? Si c'est oui, ça sous-entend que c'est un diagnostic positif. Et rappelez-vous, dans notre cas, le malade a été admis pour des douleurs épigastriques avec une altération de l'état général, asthénie, amaigrissement non chiffré, etc. Ils en ont fait une série d'examens complémentaires, même on a fait une laparotomie exploratrice, et là, on tombe sur une carcinose péritonéale. Donc, c'est un diagnostic positif. Mais parfois, donc, le malade il est admis pour un symptôme. Imaginez donc un malade est admis pour une fièvre persistante. On fait une série d'examens et on ne retrouve rien et le malade sort avec comme diagnostic de la fièvre. Et là, la situation de prise en charge, il n'est pas connu à l'admission, non connu à la sortie et je suis dans le diagnostic de présomption. Voilà. Donc, bien sûr, le choix de cette situation, de prise en charge, il y a quatre situations de prise en charge. Soit c'est un traitement lorsque le diagnostic est connu à l'admission, soit c'est une surveillance qui est négative ou positive lorsque aussi le diagnostic est connu à l'admission, soit c'est un diagnostic positif lorsque le diagnostic est connu à la sortie mais il n'est pas connu à l'admission. Et lorsque je suis dans un cas de figure où le diagnostic n'est connu ni à la sortie ni à l'admission, c'est un diagnostic de présomption. Donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au TD. Donc je vous demanderai juste de faire le reste des exercices. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous des codeurs, pas du tout, loin de là, mais c'est juste pour vous montrer l'intérêt de connaître un petit peu le principe d'utilisation de la CIM10, car rappelez-vous que d'où l'intérêt, je vous ai dit la dernière fois que le résumé standard de sortie, c'est le support qui est recommandé, c'est un document médico-administratif.
d'accord, qui doit être correctement rempli. C'est pour cette raison qu'il faut toujours oublier, donc ne pas utiliser les abréviations, avoir une écriture lisible, parce que rappelez-vous, donc au niveau de chaque établissement, vous avez au niveau des bureaux des entrées des médecins, donc les médecins CIM, qui vont faire ce travail-là. C'est qu'à chaque fois qu'un résumé standard de sortie est transmis à leur niveau, va être analysé, codé par eux, saisi, et tout ça sera transmis bien sûr, et saisi sur le logiciel patient. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport au TD. Merci pour votre... merci à vous et puis bonne continuation.